Le 25 février 2024, il y a un peu plus d'un an, une journée qui aurait dû être comme les autres s'est transformée en un mystère qui hante une famille depuis. Sebastian Rogers, un adolescent de 15 ans, disparaît sans laisser aucune trace. Et en dépit des recherches massives, aucune réponse n'émerge. Où est-il passé ? Était-ce un enlèvement, une fugue ou quelque chose de plus sinistre? Dans cette vidéo, nous allons explorer les détails de cette affaire étrange et les nombreuses questions sans réponse. Attention, les révélations pourraient vous surprendre. Restez avec moi pour découvrir l'histoire complète et peut-être des éléments que vous n'avez jamais entendus. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, nous parlons en effet d'une disparition, la disparition d'un jeune adolescent de 15 ans, Sebastian. Je sais que les disparitions sont pas forcément les vidéos les plus vues sur notre chaîne, les plus appréciées. Cependant, je trouve qu'elles sont quand même très importantes et surtout intéressantes quand elles sont récentes, étant donné qu'on peut vraiment essayer d'aider. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, peut-être nous mettrons la lumière sur des informations ou que sais-je, et si jamais vous voulez aider, n'oubliez pas de la partager. Si vous voulez nous aider, vous pouvez aussi liker et commenter la vidéo et vous abonner à la chaîne juste en dessous. Je vous retrouve dans un instant pour la présentation de cette affaire. Tenez-vous prêts et bienvenue sur cette nouvelle enquête. Sebastian Rogers est venu au monde le 7 décembre 2009, une date qui coïncide avec l'anniversaire de son grand-père paternel. Dès ses premiers mois, sa santé fragile a nécessité de fréquents séjours à l'hôpital. Son état inquiétait ses parents, d'autant plus que les factures médicales s'accumulent rapidement et que donc il fallait débourser beaucoup d'argent. Face à cette situation difficile, sa mère, Katie, prend la décision de s'engager dans la marine afin d'assurer un revenu stable à sa famille ainsi qu'une couverture médicale fiable. Pendant ce temps, son père, Seth, a endossé le rôle de parent au foyer, s'occupant quotidiennement de leur fils. Très tôt, Cathy et Seth ont perçu que Sebastian se distinguait des autres enfants. Il était plein d'énergie et il comprenait assez vite, notamment comment ramper pour se déplacer à sa guise, même s'il rencontrait des difficultés de langage et de motricité. On voit donc une différence qui soulève des questions, jusqu'à ce qu'un diagnostic vienne enfin expliquer son état. Les médecins ont découvert que Sebastian était atteint d'une anomalie génétique rare appelée délétion du chromosome 6q27. Selon l'Institut national de la santé, cette affection peut entraîner une déficience intellectuelle, des particularités faciales distinctives et des dysfonctionnements au niveau de certains organes. Peu après, un second diagnostic est arrivé. Sebastian était également autiste. Face à ces défis, le quotidien de ce petit garçon n'était pas toujours simple. Il lui arrivait parfois de se tâcher involontairement, de se mordre ou même de se jeter violemment au sol lors de moments de frustration. De plus, il éprouvait aussi des difficultés à interagir avec les autres dans les contextes sociaux, ce qui rendait la communication avec son entourage de plus en plus compliquée. Cependant, cela ne l'a pas empêché de suivre une scolarité ordinaire aux côtés d'élèves de son âge. Son intelligence était indéniable et bien qu'il ait eu besoin d'apprentissage adapté pour ses particularités, il a réussi à s'en sortir. Il s'épanouissait pleinement. Il avait même atteint un niveau d'excellence remarquable dans ses études et il était sur le point d'être récompensé pour son engagement auprès des agriculteurs d'Amérique. Malheureusement, son destin prend une tournure tragique avant qu'il puisse recevoir peu importe ce qu'il méritait. Sébastien rencontra également des difficultés sur le plan sensoriel, un trait qui est malheureusement souvent là par rapport aux personnes qui sont neurodivergentes. L'une de ses aversions les plus marquées était le contact avec la saleté. Il ne supportait pas d'avoir les mains souillées. Sur le plan alimentaire, il se montrait aussi particulièrement sélectif. Durant son enfance, il refusait catégoriquement de consommer de la viande, bien qu'avec le temps, il ait fini par apprécier les nuggets de poulet. En revanche, il avait un goût très prononcé pour des aliments variés, tels que les légumes, les flocons d'avoine, les sushis, le tofu, et aussi tout ce qui était servi au petit-déj. En dehors de ses habitudes alimentaires, Sébastien avait de nombreuses passions.
Il adorait passer du temps à jouer à des jeux vidéo comme Modern Warfare, où il pouvait se plonger dans des parties stratégiques avec enthousiasme. Il aimait aussi cuisiner, manipuler des Legos, construire toutes sortes de structures et partager des moments avec son papa, notamment la pêche. Toutefois, malgré son plaisir à être au bord de l'eau, il refusait de toucher les poissons gluants, une réaction que beaucoup pourraient comprendre. Bien que Sébastien ait grandi entouré d'amour, celui qui unissait ses parents, c'était Kate, s'est malheureusement estompé au fil du temps, menant à leur divorce. La séparation aurait été particulièrement compliquée et ça aurait marqué des tensions. Par la suite, Katy a refait sa vie avec un homme qui s'appelle Chris Proudfoot et il est devenu le beau-père de Sébastien. Lui-même avait d'ailleurs une fille issue d'une précédente union. Même après leur séparation, Katy et Seth ont continué à partager la garde de leur fils. Sébastien passait la majeure partie de son temps au Tennessee où il était avec sa mère et son beau-père. Toutefois, il rejoignait son père lors de certains week-ends ainsi que pendant les vacances scolaires et donc il pouvait profiter de moments très précieux avec lui malgré la distance. Le 25 février 2024 est une date qui restera gravée comme le jour où Seth échange ses derniers mots avec son fils. La veille de la disparition du petit, ils ont eu une conversation téléphonique qui a duré 2 minutes et demie. Comme à leur habitude, Seth a pris des nouvelles de son fils. Il lui demande comment s'est passée sa journée, comment se passaient ses cours et s'il avait des devoirs à faire. Et avant de raccrocher, il dit à Sébastien qu'il l'aime, puis lui souhaite une bonne soirée. Ce serait la dernière fois où il entend la voix de son fils. Quelques heures plus tard, selon le témoignage de Katy, la maman, elle et son fils sont partis manger ensemble. Son mari, Chris, ne les accompagne pas car il n'est pas là pour le week-end. Il s'est rendu à Memphis, dans le Tennessee, à environ 3h30 de route pour son travail. Il est opérateur de grue, donc il était mobilisé sur un projet de construction à l'hôpital St. Jude. À cette période, Katy n'était plus engagée dans la marine. Elle travaillait désormais comme technicienne d'installation, un emploi qui lui permet de rester à proximité de chez elle. Après le dîner, qui d'ailleurs s'est passé dehors, Katy et Sébastien rentrent à la maison. Aux alentours de 21h, elle lui rappelle que c'est l'heure d'aller se coucher, car une nouvelle journée d'école l'attend le lendemain. Une heure plus tard, vers 22h, elle est toujours réveillée, et elle entend un bruit qui provient de la chambre de son fils. Instinctivement, elle l'interpelle. Sébastien lui répond et elle lui ordonne d'aller dormir. C'était la dernière fois où elle entendait sa voix. Katy reste éveillée jusqu'à minuit, discutant longuement avec Chris au téléphone. La fatigue commença à la gagner et son mari, remarquant son épuisement au téléphone, lui dit de raccrocher et d'aller se coucher après avoir mis les chiens dans l'endroit où ils dorment. Suivant son conseil, elle s'assure que les chiens sont bien installés pour la nuit, puis elle va dormir. Donc elle va dans la chambre principale, située à l'extrême opposé de la maison par rapport à la chambre de Sébastien. J'arrête pas de l'appeler Sébastien, mais c'est Sébastien, juste j'ai un peu de mal. Le lendemain matin, aux alentours de 6h, Katy se dirige vers la chambre de Sébastien, afin de le réveiller pour l'école. Elle ouvre la porte et elle constate avec stupeur que son fils n'est pas là. Elle est prise d'inquiétude, elle parcourt toute la maison en l'appelant, en fouillant chaque pièce, mais Sébastien est introuvable. Rapidement, un détail l'alarme encore plus. Toutes les chaussures de son fils sont disposées près de la porte d'entrée. Où qu'il ait pu aller, il l'a fait pieds nus. De plus, sa Nintendo Switch et son téléphone n'ont pas bougé, comme s'il n'avait pas eu l'intention de partir longtemps. La seule chose qui semblait marquer et manquer était une lampe de poche jaune, un objet dont il se séparait jamais parce qu'il adorait jouer avec. Cette disparition soudaine et inexpliquée plonge Katy dans l'angoisse. Immédiatement, elle appelle son mari pour lui annoncer que Sébastien s'est volatilisé. Et c'est lui qui a contacté les autorités. Quelques heures plus tard, à 11h17, le bureau d'enquête du Tennessee lance une alerte pour un enfant en danger. Selon les informations officielles, Sébastien a été aperçu pour la dernière fois vêtu d'un sweatshirt noir, un pantalon de survêtement noir et il portait ses lunettes. Une vaste opération de recherche a été déclenchée, mobilisant plus de 200 personnes. Tous les moyens disponibles furent mis en œuvre pour le retrouver. Des unités cynophiles K9, des policiers à cheval, des drones, des hélicoptères, tout le monde était en train de scruter la région pour le moindre indice. Les proches du garçon savaient que Sébastien n'était pas du genre à fuguer. Il n'aurait jamais quitté la maison de son plein gré, encore moins en pleine nuit et sans chaussures. Face à ces incohérences, les enquêteurs décidèrent dès le lendemain de requalifier l'affaire.
L'alerte pour enfants en danger a été remplacée par une alerte Amber, indiquant que la police considère désormais que l'enfant est en danger immédiat et qu'il pourrait avoir été kidnappé. Les enquêteurs lancent rapidement un appel aux résidents du quartier, leur demandant d'examiner les images des vidéosurveillance et de tout leur donner, en fait, même les sonnettes connectées. L'objectif était de vérifier si l'un d'eux avait pu enregistrer un élément crucial dans les heures qui entourent la disparition. Un voisin finit par se manifester avec une vidéo intrigante, capturée par la caméra de sécurité aux premières heures du 26 vers 3 heures du matin. Ce dispositif, installé à l'arrière de sa maison, donnait sur un espace commun, situé juste derrière la chambre de Sébastien. Toutefois, l'enregistrement a été très dur à analyser. L'image était granuleuse, on n'avait pas de clarté et ça rendait l'identification de ce qui se trouvait dessus presque impossible. D'autant plus que le quartier ne dispose d'aucun lampadaire pour éclairer la scène. Malgré ces limites, un détail a quand même attiré l'attention des enquêteurs. 2 points lumineux apparaissent dans la vidéo, semblant se déplacer. On remarque donc des lampes torches tenues par 2 individus. Cependant, la mauvaise qualité des images empêche de distinguer les personnes elles-mêmes ou de déterminer leur identité. Cette découverte soulève de nombreuses questions, car les autorités soupçonnent que Sébastien a quitté la maison en emportant une lampe de poche jaune. Se pourrait-il que l'un de ces faisceaux lumineux soit cette lampe torche, soit donc Sébastien? Était-il accompagné de quelqu'un cette nuit-là? Si oui, de qui s'agissait-il? Le mystère s'épaissit. Son père, Seth, avait du mal à croire que son fils ait pu volontairement partir avec un inconnu. Sébastien était un enfant très méfiant, particulièrement prudent avec les personnes qu'il ne connaît pas. Il était inconcevable, selon Seth, qu'il ait suivi quelqu'un ou qu'il soit monté dans un véhicule, à moins de connaître ou de reconnaître la personne en question. Malgré l'intérêt suscité par cette vidéo, aucun élément concret ne permet de confirmer qu'il s'agit bien de lui. Le doute persiste et les enquêteurs continuent leurs recherches pour lever le voile sur cette disparition. Malheureusement, la police se retrouve rapidement à court de pistes exploitables. Aucun signe de lutte a été découvert à l'intérieur de la maison, rien n'indique qu'un acte criminel a eu lieu, les unités cynophiles mobilisées pour suivre une éventuelle trace ne détectent rien, aucun parcours précis, et donc les recherches deviennent de plus en plus compliquées. 4 jours après le début des opérations, la police prend la décision de drainer un étang situé à l'est de la maison. L'objectif est d'écarter la possibilité que l'enfant ait pu tomber accidentellement dans l'eau ou que des indices y soient dissimulés, bref, chercher quelque chose dans ce point d'eau. Après plusieurs heures d'exploitation minutieuse, les résultats sont décevants. Aucun élément tangible ne permet d'éclaircir cette mystérieuse disparition. Seth, le père biologique, se trouve sur le terrain. Il est impliqué dans chaque effort de recherche. Mais l'attention du public se porte rapidement sur quelqu'un d'autre. Le comportement de Cathy et de Chris. De nombreux observateurs ont été frappés par leur absence, remarquée. Contrairement aux autres proches, ils ne participent pas du tout aux recherches. Au lieu de ça, ils ont quitté la ville et ils séjournent dans un camping-car. Chris, en raison d'obligations professionnelles, doit reprendre le travail. Et Cathy, elle fait le choix de l'accompagner durant cette période. Et c'est une décision qui a soulevé pas mal de questions, qui alimente d'ailleurs pas mal de controverses. Beaucoup ont du mal à comprendre comment une mère pouvait s'éloigner ainsi de son fils qui est introuvable, alors qu'on sait qu'en plus il a des difficultés. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Bien sûr, il est difficile de juger les choix d'une mère confrontée à une réalité aussi tragique. Cependant, pour certains, cette attitude semble contradictoire. Après tout, si un enfant disparaît, comment peut-on cesser de le chercher ne serait-ce qu'un instant ? Surtout au tout début. Comment peut-on trouver le sommeil en sachant qu'il est quelque part, dehors, peut-être en danger, tandis qu'on reste à l'écart des recherches dans un camping-car avec son mari, qui n'est même pas son père biologique. Mais il faut aussi prendre en compte la version de Cathy et Chris. Selon eux, leur départ n'est pas motivé par un désintérêt pour l'enquête, mais par la pression croissante qu'ils subissent. En fait, ils affirment qu'ils sont la cible de nombreuses menaces et de spéculations les impliquant directement dans cette disparition. Ils veulent pas affronter cette hostilité, donc ils ont choisi de se mettre à l'écart. Et c'est vrai que quand on écoute leur version, on peut la croire aussi, même si ça paraît
quand même assez gros. Enfin, je pense que tu peux rester dans le coin sans te faire remarquer. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de noter que selon les forces de l'ordre, Cathy et Chris avaient fait preuve d'une coopération totale tout au long de l'enquête, même s'ils n'étaient pas là physiquement. Toutefois, cela n'empêche pas l'opinion publique de désigner ce couple comme les suspects. Les spéculations s'intensifient encore davantage parce qu'on a un rapport du Child Protective Services qui date de quelques années avant la disparition de Sebastian qui a été révélé. Ce document implique directement le jeune garçon et son beau-père. D'après la version des Proudfoot, donc la famille de Chris, l'incident en question concerne un moment où Sebastian avait été surpris en train de mentir. Son beau-père aurait décidé de le punir en lui administrant une fessée avec une ceinture. Libre à chacun d'interpréter cette information comme il veut, mais à aucun moment Sebastian n'avait directement affirmé être victime de maltraitance chez sa mère et son beau-père. Pourtant, Seth rapporte un fait un peu plus troublant. Peu de temps avant sa disparition, son fils lui aurait confié qu'il ne voulait pas retourner chez sa mère et qu'il voulait rester avec son papa. Lorsqu'on lui demande pourquoi, Sébastien serait resté silencieux, refusant de donner la moindre explication. Il est important de préciser que ces éléments ne prouvent en rien que Sébastien a été victime de maltraitance, ni que sa mère et son beau-père soient impliqués dans cette disparition. Ce sont simplement des faits rapportés au sujet de son environnement familial. Le 7 mars 2024, la police cherche toujours à explorer toutes les pistes possibles et ils prennent la décision d'inspecter la décharge de White Plains dans le Kentucky. Cette zone attire leur attention car c'est là que les ordures en provenance de la maison des Proudfoot étaient acheminées. Les enquêteurs espéraient y trouver un indice qui pourrait éclairer le mystère entourant cette disparition. Malheureusement, après des heures de fouilles méticuleuses, ils doivent se rendre à l'évidence. Aucune découverte significative ne permet de faire avancer l'enquête. Faute d'éléments nouveaux, l'intensité des recherches commence à diminuer progressivement. Dans un ultime effort pour retrouver le petit, la United Cayenne Navy, une organisation de bénévoles spécialisés dans la recherche de personnes disparues, se joint aux opérations. Mais leur application est de courte durée. Contre toute attente, ils furent contraints d'abandonner leur mission à cause de menaces adressées à leurs volontaires. Ce détail reste troublant. Qui pourrait bien menacer des bénévoles qui n'ont pour seul objectif d'aider à retrouver un enfant disparu? Quelle raison aurait-on de les empêcher d'agir? Je cite: « Toute personne qui entrave volontairement l'enquête et les recherches visant à retrouver Sebastian Rogers sera immédiatement considérée comme une personne d'intérêt. Cela est d'autant plus préoccupant lorsque nous savons que certaines de ces personnes possèdent un casier judiciaire bien rempli. Nous finalisons actuellement des éléments de preuve que nous remettrons aux forces de l'ordre, avant d'entamer un processus visant à exposer publiquement ceux qui ont activement tenté d'entraver ces recherches. Ces individus représentent un danger, et les citoyens du comté de Sumner méritent de savoir quels mots se cachent au sein de leur communauté. » Pendant ce temps, Seth, le père biologique, révèle lui aussi avoir fait face à des tentatives d'intimidation. Selon lui, certains individus cherchaient à le dissuader de poursuivre les recherches, allant même jusqu'à menacer son équipe de bénévoles. Pire encore, des affiches et des prospectus avec le visage de son fils ont été arrachés et détruits, là où ils étaient placés pour aider. Pourquoi? C'était quoi le but de ces actes? Était-ce simplement du vandalisme ou bien une volonté délibérée de cacher des infos cruciales? Qui aurait intérêt à empêcher Sébastien d'être retrouvé? Près d'un mois après sa disparition, un rebondissement apporte un mince espoir. Les enquêteurs annoncent la découverte d'une paire de lunettes qui peut appartenir à cet enfant. L'objet retrouvé ressemble fortement à à la paire qu'il portait habituellement, soulevant l'espoir d'un premier indice concret. Cependant, après une analyse approfondie, cette piste a été écartée. Les lunettes ne lui appartenaient pas. Pour ses parents, l'attente et l'incertitude devinrent insoutenables. L'absence totale d'indices tangibles rend l'affaire encore plus frustrante. Comment un adolescent de 15 ans peut-il disparaître en pleine nuit, sans laisser la moindre trace derrière lui? Comment personne n'a-t-il rien vu, ni entendu? À la mi-avril 2024, Seth, le père biologique de Sébastien, décide de prendre les choses en main face à l'absence de progrès dans l'enquête.
Il engage pas un, mais des détectives privés pour tenter de retrouver son fils. Cependant, il se retrouve isolé dans ses efforts. Selon ce qu'il dit, son ex-femme et Chris n'ont établi aucune communication avec lui, et donc ça l'a totalement bouleversé. Leur divorce était compliqué, mais Seth estimait qu'il était temps de mettre de côté les différends familiaux parce que leur enfant bien-aimé a disparu. La situation devenait de plus en plus désespérante et la frustration de ne voir aucune avancée était difficile à supporter pour lui. Quelques semaines plus tard, une photo a fait surface en ligne, semblant montrer un garçon qui ressemble fortement à Sebastian, pris dans un parc situé en Caroline du Nord. Seth, en voyant l'image, affirme qu'il a immédiatement pensé que c'était son fils. Le parc en question se trouve à environ 6 heures de l'endroit où Sebastian a disparu, ce qui ajoute une touche de mystère à cette découverte. La femme qui a pris la photo pensait également qu'il s'agissait de Sebastian et après avoir contacté le bureau des enquêtes du Tennessee, sans obtenir de réponse, elle publie la photo en ligne dans l'espoir de susciter de nouvelles pistes. Dès que Seth a entendu parler de cette image, il s'est rendu sur place, au parc, dans l'espoir d'en savoir plus. Il demandait à voir les enregistrements de caméra du jour où la photo a été prise, mais on lui a refusé. Les autorités lui ont expliqué qu'elles ne pouvaient pas lui montrer ces images car l'affaire était toujours en cours. Bien que Seth ait déclaré ne pas reconnaître les vêtements ni les chaussures de l'adolescent sur la photo, il note que ceux-ci pourraient être neufs et que donc c'est difficile de juger ça avec certitude. Malheureusement, quelques jours plus tard, les forces de l'ordre publient une déclaration qui anéantit tout espoir. Après une enquête approfondie, il est apparu que le garçon sur la photo n'était pas Sebastian. La mère de l'adolescent s'est présentée pour confirmer que l'enfant sur l'image était son propre enfant. En un instant, l'une des pistes les plus prometteuses dans cette affaire est tombée en ruine. La mère de Sebastian, Cathy, a exprimé ses craintes dans plusieurs interviews, affirmant qu'elle croyait que quelqu'un a enlevé son fils. Lors d'une apparition dans Crime Stories avec Nancy Grace, elle a dit « J'ai l'impression que si Sébastien avait été quelque part près de la maison, ou si jamais il était parti de son propre chef, nous l'aurions retrouvé maintenant, avec autant de gens qui cherchent. » Je trouve que ces mots reflètent toute la frustration et l'incompréhension qu'elle ressentait face à la disparition de son enfant. Pour elle, l'absence de traces de son fils, malgré l'ampleur des recherches, suggère que quelque chose d'inhabituel et de dramatique s'est produit. Cathy a également révélé qu'elle a réussi un test de détecteur de mensonges, une démarche qu'elle pense importante pour montrer sa sincérité dans l'enquête. Cependant, elle a précisé que son mari, Chris, n'a pas encore passé le test avec elle. Lorsqu'on lui demande si elle compte organiser un test pour lui, elle répond positivement, mais il n'est pas certain qu'il ait accepté cette demande. Un autre commentaire sur Facebook a été contradictoire de la part de Cathy parce que on voit qu'apparemment il aurait déjà passé un test polygraphe et il l'aurait réussi, mais on n'a aucune preuve. Et donc si c'est un mensonge, pourquoi mentir? La vérité demeure floue dans cette affaire, mais il est important de noter qu'aucune des deux parties n'a été officiellement désignée comme suspecte dans la disparition du jeune homme. Les autorités elles-mêmes ont déclaré qu'il n'y a aucune preuve concrète qui suggère qu'un acte criminel ait été commis. De son côté, Seth, le père biologique de Sebastian, a également passé un test polygraphe et il l'a réussi. Cet été 2024, Seth devait obtenir la garde à plein temps pour son fils, avec l'intention de lui offrir une éducation en ligne, une méthode beaucoup plus adaptée à ses besoins. Et en plus, d'après ce qu'il a dit, Sebastian voulait vivre avec lui. Au lieu de cela, il se retrouve maintenant dans une quête incessante pour retrouver son adolescent. Sebastian n'a pas été vu, ni entendu, depuis la nuit du 25 février, lorsqu'il s'est couché chez sa mère au Tennessee. À ce jour, aucune preuve tangible indique s'il est toujours en vie ou non. Mais la recherche continue, sans relâche, avec l'espoir de découvrir enfin ce qui lui est arrivé. Malgré des mois de recherche intensive et des efforts désespérés de la part de ses proches, Sebastian Rogers demeure introuvable. L'enquête continue de soulever des mystères, laissant de nombreux indices non élucidés et des questions sans réponse. Si Sebastian est toujours vivant, où est-il? Si cette disparition cache un drame plus sombre, que s'est-il passé cette nuit-là? L'histoire de Sebastian n'est peut-être pas encore terminée, et les autorités n'abandonnent pas. La vérité pourrait un jour émerger, mais pour l'instant, elle est bien cachée. L'espoir persiste, mais l'incertitude reste totale.
Voilà tout le monde pour l'histoire de Sebastian Rogers, cette disparition qui est très actuelle, hein. On parle d'une disparition de 2024 avec aucun indice, aucun espoir. Si vous voulez mes théories, je pense que la théorie de l'enlèvement est vraiment la plus plausible. Peut-être qu'il a été enlevé par quelqu'un qu'il connaît, peut-être qu'il a été, oui, tout simplement, qu'on l'a fait tomber dans un piège, mais via des connaissances. En fait, il y a tellement de points, je trouve, qui sont assez sombres dans cette affaire. Les menaces envers les bénévoles, les prospectus qui sont arrachés. En fait, on voit qu'il y a quelqu'un ou plusieurs quelqu'un qui essayent de mettre des bâtons dans les roues à cette enquête. Et donc, on peut se dire que ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un qui sait pas mal de choses. En plus, on va pas se mentir, il n'y a pas eu d'effraction dans la maison, il n'y a pas eu de traces de lutte, donc quoi? Est-ce que quelqu'un est venu le chercher par la fenêtre? Est-ce que quelqu'un a réussi à le faire sortir par la porte? Et si c'est le cas, ça voudrait dire que Sébastien connaît vraiment l'agresseur. Dans tous les cas, je pense sincèrement à un enlèvement ou à un kidnapping. Malheureusement, au moment où je vous parle, nous n'avons pas plus d'informations. J'envoie tout mon courage à la famille, au papa, à la maman et aussi au beau-père. Et honnêtement, je n'arrive pas à ne pas me dire que le beau-père peut être totalement innocent de cette affaire. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si jamais elle vous a intéressé et intrigué et de la partager sur Facebook, sur Instagram ou peu importe si vous voulez aider avec cette affaire. En ce qui me concerne, je vous laisse là. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle affaire horrifique. Jusqu'alors, prenez grand soin de vous et merci de m'avoir écouté jusqu'ici.